Vous êtes le portrait craché de mon mari, dit une voix tremblante derrière moi, tranchant l'air comme une lame glacée. Je me suis retourné dans la file d'attente de la pharmacie et j'ai trouvé une dame aux cheveux argentés qui me regardait avec des yeux écarquillés, comme si elle avait vu un fantôme émerger des étagères de médicaments. Sa main tremblait tellement que le flacon de médicaments a failli glisser de ses doigts gantés. « Excusez-moi, madame, mais je crois que vous me confondez avec quelqu'un, » répondis-je poliment, en forçant le sourire aimable que j'adoptais toujours avec les inconnus. À 25 ans, j'étais déjà habitué à ce que les gens me disent que je ressemblais à quelqu'un qu'ils connaissaient. Mon visage avait ce genre d'apparence générique qui poussait les gens à jurer qu'ils m'avaient déjà vu à l'école ou au travail. Mais elle secoue violemment la tête et recula d'un pas chancelant, comme si ma présence lui était physiquement douloureuse. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, la voix chargée d'une douleur qui me donna la chair de poule. Les mêmes yeux verts avec de petites taches dorées, la même forme angulaire du visage, jusqu'à cette petite cicatrice au-dessus du sourcil droit. Ma main se leva instinctivement pour toucher la marque familière, une petite cicatrice blanche qui avait toujours fait partie de mon visage. Le résultat d'une chute à vélo à l'âge de 7 ans, selon ce que mes parents m'avaient toujours raconté. Une histoire simple sur un garçon maladroit qui essayait de rouler sans roulette et qui s'était retrouvé avec les genoux écorchés et 3 points de suture aux urgences. Il a disparu il y a 25 ans, a-t-elle poursuivi, les larmes aux yeux, fatigué et injecté de sang. Le jour où nous allions fêter nos 2 ans de mariage. Il est sorti acheter des fleurs pour notre dîner d'anniversaire et n'est jamais rentré à la maison. Un frisson étrange m'a parcouru l'échine, partant de la base du cou et descendant comme de l'eau glacée. 25 ans. J'avais exactement 25 ans, né en mai 1998, selon mon certificat de naissance. Comment s'appelait-il ? Demandai-je, ma voix plus rauque que prévu, comme si ma gorge s'était serrée. La pharmacie autour de nous semblait être devenue silencieuse, comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter sa réponse. Le pharmacien continuait à ranger des comprimés derrière le comptoir, un enfant pleurait près du rayon cosmétique, le système de climatisation ronronnait monotone, mais tout semblait loin, comme des échos provenant d'un autre univers. « Walter » murmura-t-elle, et le flacon de médicaments lui échappa enfin des mains tremblantes, se brisant sur le sol froid recouvert de linoléum. Walter James Morrison. Mon nom. Elle avait prononcé mon nom exact, y compris mon deuxième prénom que très peu de gens connaissaient. Le bruit du verre brisé résonna dans la pharmacie comme un coup de feu, mais aucun de nous ne bougea pour ramasser les morceaux éparpillés ou les pilules blanches qui roulaient dans toutes les directions. J'étais hypnotisé par les yeux de cette femme, y voyant un mélange troublant d'espoir désespéré et de terreur absolue. « Je m'appelle Walter », ai-je admis d'une voix faible, avec l'impression de trahir un terrible secret. « Walter Thompson. Mais mon deuxième prénom n'est pas James. Thompson. » Elle fronça profondément les sourcils, étudiant mon visage avec l'intensité obsessionnelle d'un détective examinant les preuves d'un crime. « Vous avez une tache de naissance sur l'épaule gauche, petite, en forme de croissant de lune, juste ici ?» Elle désigna son épaule, touchant un point précis à travers le tissu de sa veste. Mon monde s'est mis à s'écrouler, brique par brique. J'avais exactement cette marque, à cet endroit précis. J'avais toujours pensé qu'elle était unique, spéciale, ma marque distinctive. Mon ex-petite amie de fac, Rebecca, disait que c'était mon signe porte-bonheur, en suivant le contour du bout de son doigt pendant nos nuits ensemble. « Comment pouvez-vous le savoir ?» murmurai-je en reculant inconsciemment jusqu'à ce que mon dos touche le comptoir. La dame ouvrit son sac en cuir marron avec des mains qui tremblaient de manière incontrôlable et en sortit un portefeuille usé par le temps. De l'intérieur, comme si elle révélait un trésor sacré, elle a sorti une photographie jaunie par les années qu'elle a tenue comme si c'était le plus précieux des trésors. « C'est la dernière photo que j'ai prise de lui », a-t-elle dit en tendant l'image vers moi avec révérence. La veille de sa disparition. J'étais si fier de son nouveau travail dans l'entreprise de construction, je voulais immortaliser ce moment de bonheur. Je regardai la photo et sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds. Un jeune homme souriait radieusement à l'appareil photo, tenant un bouquet de marguerites sauvages avec une expression de pur bonheur. Il avait mon nez légèrement tordu, mon menton carré avec une petite fossette au centre, mes mêmes yeux verts avec des taches dorées qui changeaient d'intensité selon la lumière. Ce n'était pas une ressemblance, c'était comme regarder dans un miroir du passé, une version jeune et insouciante de moi-même. « Je dois y aller », dis-je brusquement en reculant vers la porte automatique. « Désolé, je dois vraiment y aller maintenant. » Mais alors que je m'éloignais à grands pas désespérés, j'entendis sa voix brisée m'appeler à travers le brouhaha qui avait repris dans la pharmacie. « S'il vous plaît, attendez. Je m'appelle Dorothy Morrison. Si vous êtes vraiment mon Walter, s'il y a la moindre chance. » Je me suis précipité hors de la pharmacie comme si je fuyais un incendie qui menaçait de me consumer. La pluie persistante de mars à Portland me frappait le visage avec force,
mais je sentais à peine le froid pénétrant ou l'humidité qui imprégnait ma veste. Mon esprit était un tourbillon incontrôlable de questions que je ne voulais pas poser, de possibilités que je ne voulais pas envisager, de vérités auxquelles je n'étais peut-être pas prêt à faire face. Je me suis assis dans ma Honda Civic bleue pendant de longues minutes, mon souffle haletant créant de la buée sur la vitre, essayant désespérément d'organiser mes pensées qui se heurtaient comme des vagues dans une tempête. Toute ma vie, mes parents, Suzanne et Michael Thompson, m'ont dit que j'étais enfant unique, que notre famille était petite mais unie, que nous avions déménagé de Sacramento à Portland quand j'avais 3 ans, peu après qu'un incendie dévastateur ait détruit notre maison et toutes nos affaires. C'est pourquoi il n'existait aucune photo de moi avant l'âge de 3 ans. C'est pourquoi je ne connaissais ni mes grands-parents, ni mes oncles et tantes, ni mes cousins. C'est pourquoi mes parents changeaient toujours de sujet lorsque je leur posais des questions sur notre ancienne vie en Californie, sur mes anciens amis ou sur les raisons pour lesquelles nous ne retournions jamais à Sacramento. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit avec une conviction absolue. Je m'appelle Walter Thompson, je travaille comme ingénieur logiciel pour une start-up technologique prometteuse ici à Portland. Je vis seul dans un modeste appartement du quartier Pearl District, et jusqu'à il y a 5 minutes, j'étais absolument certain de qui j'étais, d'où je venais et de mon histoire. Mais maintenant, en serrant fermement cette photo troublante dans ma main, je commençais à me demander si toute mon existence n'était qu'un mensonge soigneusement construit au cours de plus de 2 décennies. La pluie continuait de tambouriner sur le toit de la voiture, tandis que je restais immobile, essayant de comprendre l'impossible. Si Dorothy Morrison avait raison, si j'étais vraiment Walter James Morrison et non Walter Thompson, cela signifiait que mes parents n'étaient pas mes parents biologiques. Cela signifiait qu'il existait quelque part une famille entière qui me cherchait depuis 25 ans. Cela signifiait que toute ma vie n'était qu'une mise en scène élaborée. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez découvrir comment une rencontre fortuite dans une pharmacie peut bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a révélé des secrets qui ont changé non seulement mon identité, mais toute la structure de la réalité que je connaissais. Alors que je roulais lentement vers chez moi sous la pluie battante de Portland, 2 questions me taraudaient l'esprit. Qui était vraiment Walter Thompson? Et plus effrayant encore, si j'étais Walter Morrison, que m'était-il arrivé 25 ans auparavant? La première chose que j'ai faite en arrivant chez moi a été d'appeler mes parents. Ma mère a répondu dès la 2e sonnerie, avec sa voix chaleureuse habituelle. « Bonjour, mon chéri. Comment s'est passée ta journée? Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi. » ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Pourquoi n'avons-nous aucune photo de moi avant l'âge de 3 ans? Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé trop longtemps. J'ai entendu le bruit d'une casserole dans la cuisine, le son de la télévision en fond, mais aucun mot. On en a déjà parlé, Walter. Le feu a tout détruit. Quel feu, maman? À quelle adresse exactement? Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Sa voix avait changé, elle était plus tendue. Il s'est passé quelque chose. Réponds à ma question. Quelle était notre adresse à Sacramento? Une autre pause. Plus longue cette fois. C'était sur Elm Street. Je ne me souviens plus du numéro exact. Ça fait trop longtemps. Elm Street. Un nom trop générique, trop facile à inventer sur le moment. Et le numéro de l'assurance? Le rapport des pompiers? Vous n'avez jamais parlé de ça. Walter, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Je raccrochai sans répondre. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais mon ordinateur portable et commençais à faire des recherches. Registre des incendies à Sacramento entre 1998 et 2001. Elm Street. Rien. Absolument rien qui corresponde à notre prétendue tragédie familiale. J'ai rappelé, cette fois sur le portable de mon père. Walter, ta mère m'a dit que tu posais des questions étranges. Papa, j'ai besoin de voir mon acte de naissance original. Tu en as une copie, non? Je veux voir l'original. Celui que vous avez gardé dans le coffre-fort. Silence à nouveau. Ce schéma commençait à devenir inquiétant. Pourquoi as-tu besoin de l'original? Parce que je commence à penser que la copie que j'ai n'est pas authentique. La ligne resta silencieuse pendant si longtemps que je crus qu'il avait raccroché. Fiston, je pense que tu es très stressé au travail. Que dirais-tu de venir dîner à la maison dimanche? Nous pourrons discuter tranquillement. Je ne veux pas dîner. Je veux des réponses. Dimanche à 6 heures. Ta mère fera ce rôti que tu aimes tant. Il raccrocha avant que je puisse protester. Pendant le reste de l'après-midi, je fouillais chaque recoin de mon appartement à la recherche de documents. Mon certificat de naissance semblait parfait à première vue, mais quelque chose me dérangeait. Le papier était trop neuf pour un document vieux de 25 ans. Les plis semblaient artificiels, comme s'il avait été délibérément vieilli.
J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché Dorothy Morrison sur Facebook. Son profil était rempli de photos de famille, mais une section en particulier a attiré mon attention, à la recherche de Walter. Album après album, on voyait des photos de lui à différents âges, des avis de recherche, des articles de journaux. 25 ans de recherches incessantes. Sur l'une des photos les plus récentes, elle tenait une affiche avec ma photo d'enfant à côté d'une projection numérique de ce à quoi je devrais ressembler aujourd'hui. La ressemblance était troublante. J'ai fait défiler la page et j'ai trouvé des publications détaillées sur la disparition. Walter James Morrison avait disparu de son jardin à Denver, dans le Colorado, le 15 mai 1998. Le portail était ouvert, mais il n'y avait aucun signe de lutte. Les autorités ont d'abord soupçonné un enlèvement, mais n'ont jamais trouvé de preuves concrètes. La date m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Le 15 mai 1998. Exactement la date de ma naissance supposée, selon mon certificat de naissance. J'ai continué à lire. Dorothy mentionnait que Walter avait une petite cicatrice au-dessus du sourcil droit, suite à une chute à vélo 2 semaines avant sa disparition. Il avait une tache de naissance en forme de croissant de lune sur l'épaule gauche. Il était gaucher, comme moi. Il adorait les dinosaures et avait un éléphant en peluche appelé Peanuts qu'il emmenait partout avec lui. Mon sang s'est glacé. Je me souvenais vaguement d'un éléphant en peluche. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais toujours eu une étrange nostalgie pour les éléphants. Mes parents disaient que c'était une phase que j'avais traversée quand j'étais enfant. Je me suis rendu dans le placard et j'ai commencé à fouiller dans de vieilles boîtes. Au fond, enveloppé dans une couverture que je n'avais pas utilisée depuis des années, j'ai trouvé quelque chose qui a complètement bouleversé mon monde. Une peluche éléphant grise, décolorée par le temps, avec une oreille déchirée. Sur son cou, une étiquette presque illisible, mais encore visible, Peanuts. J'ai serré le jouet contre ma poitrine et j'ai senti une vague de souvenirs fragmentés m'envahir. Une femme aux cheveux bruns me mettant au lit. Un homme grand m'apprenant à faire du vélo. Une maison avec du papier peint à motif de dinosaures. Des flashs rapides, comme des photos floues, mais réelles. J'ai pris mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai tapé un message à Dorothy Morrison. Madame Morrison, je m'appelle Walter Thompson. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui à la pharmacie. Je dois vous parler. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. La réponse arriva en moins de 2 minutes. Walter, merci de m'avoir contacté. Pouvons-nous nous voir demain? J'ai tant de choses à te montrer. Tant de choses que tu dois savoir sur qui tu es vraiment. Pendant que je lisais son message, une seule question me trottait dans la tête. Si j'étais vraiment Walter Morrison, si mes parents m'avaient menti pendant 25 ans, quel genre de personne était-il vraiment? Et plus important encore, que me cachait-il d'autre? Ce soir-là, je me suis longuement regardé dans le miroir de la salle de bain, cherchant des traces de Walter Morrison dans le reflet de Walter Thompson. Les traits que Dorothy avait mentionnés étaient tous là. Les yeux verts avec des taches dorées, la cicatrice, la forme du visage. Mais maintenant, il semblait appartenir à un étranger. Mes parents, Suzanne et Michael Thompson, les seules personnes en qui j'avais toujours eu une confiance totale, avaient construit toute ma vie sur un mensonge. Un mensonge si élaboré et si convaincant que je ne m'étais jamais posé de questions. Et s'il m'avait menti sur mon identité, sur quoi d'autre m'avait-il menti? Le rendez-vous de dimanche ne serait pas seulement un dîner en famille. Ce serait le moment de découvrir exactement qui étaient les personnes qui m'avaient élevé et pourquoi elles avaient décidé de voler un enfant et de prétendre qu'il était leur fille. Le rendez-vous avec Dorothy Morrison eut lieu dans un café de la 5e avenue, un endroit neutre où les petites tables et le brouhaha constant offraient une intimité sans paranoïa. Elle arriva 10 minutes avant l'heure, portant un dossier brun qui semblait contenir toute une vie d'espoir reportée. « Walter », dit-elle en me voyant, la voix légèrement brisée. « Merci d'être venu. » Je m'assis en face d'elle, tenant toujours l'éléphant Peanuts dans un sac en papier. Dorothy ouvrit immédiatement le porte-documents, comme si elle ne pouvait plus contenir une seconde de plus les preuves qu'elle avait conservées pendant 25 ans. « C'est notre maison à Denver », dit-elle en montrant une photo d'une maison bleue avec un jardin clôturé. Walter adorait jouer sur la balançoire que son père avait construite. J'ai étudié l'image et j'ai ressenti une étrange vague de familiarité. Pas exactement un souvenir, mais plutôt comme un écho émotionnel, le sentiment de sécurité que dégageait ce jardin. « Et ceci », a-t-elle poursuivi en sortant un autre document, est ton acte de naissance original. Mon acte de naissance. Walter James Morrison, né le 15 mai 1998 à Denver, Colorado. Parents, Dorothy Elizabeth Morrison et James Robert Morrison. James est mort il y a 10 ans, expliqua-t-elle, remarquant mon regard fixé sur le nom de mon père. D'un cancer. Il n'a jamais cessé de te chercher.
Nous avons dépensé toutes nos économies en détectives privés, dans les médias, dans des campagnes de recherche. Je sortis l'éléphant Peanuts du sac et le posai sur la table. Dorothy porta la main à sa bouche, les larmes coulant maintenant librement. « Mon Dieu, tu as gardé Peanuts toutes ces années » murmura-t-elle en touchant le jouet défraîchi avec révérence. « Tu ne le lâchais même pas pour dormir. Je le lavais en cachette pendant que tu prenais ton bain. » Des fragments de souvenirs ont commencé à se former. Une femme, Dorothy, chantant doucement pendant qu'elle me bordait le soir. L'odeur des biscuits au chocolat provenant de la cuisine. Un homme grand qui m'apprenait à lasser mes chaussures. Les Thompson, ai-je dit, ma voix semblant lointaine. Ce ne sont pas mes vrais parents, n'est-ce pas? Dorothy secoue la tête. Walter, tu as été enlevé dans notre jardin le 15 mai 1998. Tu n'avais que 3 ans. La police a enquêté pendant des mois, mais n'a jamais trouvé de piste concrète. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère, ou de la femme que j'avais toujours appelée maman. Walter, ton père et moi sommes inquiets. On peut se parler ce soir? Je t'ai préparé ton plat préféré. Je montrai le message à Dorothy, qui le lut avec une expression sombre. Ils savent que tu commences à découvrir la vérité, dit-elle. 25 ans à entretenir un mensonge, ça ne s'improvise pas. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Mais pourquoi? Demandai-je, sentant une colère grandissante monter en moi. Pourquoi m'ont-ils enlevé? Pourquoi ont-ils monté toute cette mascarade? Dorothy sortit d'autres papiers du dossier. Des articles de journaux, des avis de recherche, des rapports de police. Mon visage d'enfant me regardait depuis des dizaines de documents jaunis. Ton histoire a fait la une des journaux pendant des semaines, m'expliqua-t-elle. Elle était dans tous les journaux, toutes les chaînes de télévision. Impossible que quelqu'un ne sache pas que tu étais un enfant kidnappé. J'ai étudié les articles. Un enfant de 3 ans disparaît mystérieusement dans le jardin de sa maison. La famille Morrison offre une récompense de 50 000 $. Le FBI enquête sur un possible enlèvement à Denver. Ils ont changé votre nom de famille, inventé une histoire à propos d'un incendie, inventé toute une vie pour vous, a poursuivi Dorothy. Et ils ont probablement changé leur propre nom aussi. Les gens qui font ça ne sont pas des opportunistes, ce sont des criminels expérimentés. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Suzanne Thompson. Réponds, a dit Dorothy. Mais fais attention. Ne laisse pas transparaître que tu connais la vérité. Allô, maman. Walter, mon chéri, où es-tu? Nous sommes très inquiets depuis hier. Tu semblais si bizarre au téléphone. Sa voix avait ce ton doux et manipulateur que j'avais toujours associé à l'amour maternel. Maintenant, elle semblait artificielle, calculée. Je vais bien, maman. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi, mon chéri? Tu sais que tu peux nous parler de tout. Dorothy m'observait attentivement, analysant mon expression tandis que j'écoutais ses mensonges familiers. À propos de mon enfance, répondis-je. J'ai fait des rêves étranges ces derniers temps. Des fragments de souvenirs qui n'ont aucun sens. Silence à l'autre bout du fil. Trop long pour être naturel. Les rêves ne sont pas des souvenirs, Walter. Tu le sais bien. Parfois, notre esprit crée des images basées sur des films que nous avons vus ou des histoires que nous avons entendues. Mais ces rêves sont si vivants, maman. Une maison bleue avec une balançoire dans le jardin. Une femme qui chante pour moi la nuit. Ça ne ressemble pas à notre maison à Sacramento. Walter, dit-elle d'une voix plus ferme, presque autoritaire, tu te laisses emporter par ton imagination. Ce n'est pas sain. Rentre à la maison ce soir et nous en discuterons. Et si je ne veux pas rentrer? Une autre pause. Quand elle reprit la parole, il y avait quelque chose de froid dans sa voix, quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Alors nous devrons prendre des mesures pour protéger ta santé mentale. Il est peut-être temps de consulter un professionnel. Le stress au travail peut provoquer des épisodes psychotiques, tu le sais. Elle venait de le menacer. Subtilement, mais sans équivoque. Il raccrocha. Elle m'a menacé, ai-je dit à Dorothy, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Elle a dit que j'avais peut-être besoin d'être interné en psychiatrie. Dorothy a acquiescé gravement. C'est le coup classique de ceux qui ont beaucoup à cacher. Ils vont essayer de vous faire passer pour quelqu'un d'instable, en remettant en question votre santé mentale. Nous devons aller voir la police, ai-je dit, mais Dorothy a secoué la tête. Walter, cela s'est passé il y a 25 ans. Vous avez été élevé par eux, vous les aimez, vous avez une vie bien établie. N'importe quel avocat compétent transformerait cela en un cas complexe de syndrome de Stockholm.
Sans preuve matérielle concrète reliant les Thompson à l'enlèvement, ce sera votre parole contre la leur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dorothy se pencha en avant, les yeux brillants d'une détermination que je reconnaissais comme ma propre obstination. On va trouver des preuves. Et il y a quelqu'un qui peut nous aider, ma sœur Carole. Elle est avocate pénaliste et a des contacts au FBI. Quand tu as disparu, elle a coordonné notre défense. Elle n'a jamais oublié ton affaire. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était mon père, Michael Thompson. Walter, ta mère est très inquiète. Tu dois rentrer à la maison immédiatement. Nous pouvons régler tous les problèmes que tu rencontres. Sa voix avait le même ton artificiel que celle de Suzanne. Comment n'avais-je jamais remarqué cela auparavant? Papa, je dois te poser une question directe. Êtes-vous vraiment mes parents biologiques? Silence total. Je pouvais entendre sa respiration à travers le téléphone. Quelle question est-ce là, mon fils? Bien sûr que nous sommes tes parents. Qui d'autres pourrions-nous être? Alors pourquoi je ne trouve aucune trace de l'incendie à Sacramento? Pourquoi vous ne vous souvenez pas de notre ancienne adresse? Pourquoi il n'y a aucune photo de moi avant l'âge de 3 ans? Walter, tu traverses clairement une période difficile. Rentre à la maison et nous appellerons un médecin. Je ne rentrerai pas à la maison. Et si vous essayez de m'y forcer, j'irai directement à la police. Je raccrochai et regardai Dorothy. Ils n'ont pas nié. Tu as remarqué? Ils n'ont pas dit « Bien sûr que nous sommes tes parents biologiques ». Ils ont juste détourné la conversation et essayé de me faire passer pour un fou. Parce qu'ils sont coupables, dit Dorothy simplement. Et maintenant, ils savent que tu découvres la vérité. À ce moment-là, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je ne serai plus le Walter Thompson qui acceptait des réponses vagues et des excuses manipulatrices. Je découvrirai toute la vérité sur qui étaient Suzanne et Michael Thompson, comment ils avaient réussi à m'enlever sans laisser de traces, et ce qui s'était réellement passé ce jour-là à Denver, 25 ans auparavant. Carole peut nous retrouver demain, dit Dorothy en rangeant les papiers dans son dossier. Mais Walter, vous devez vous préparer. Une fois que nous aurons officiellement lancé cette enquête, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Votre vie en tant que Thompson sera terminée pour toujours. Je jetai un dernier coup d'œil à l'éléphant Peanuts et sentis un calme étrange m'envahir. Pour la première fois en 25 ans, j'étais sur le point de découvrir qui j'étais vraiment. Je suis prêt, répondis-je. Je veux retrouver ma vraie vie. Mais en quittant le café cet après-midi-là, je ne savais pas encore que Suzanne et Michael Thompson n'étaient pas seulement des ravisseurs opportunistes. Ils faisaient partie d'un complot beaucoup plus vaste et dangereux, et ils étaient prêts à tout pour protéger les secrets que cachait notre fausse famille. Carole Morrison avait le même regard déterminé que Dorothy, mais avec une dureté qui venait de 20 ans passés à côtoyer des criminels au tribunal. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau du centre-ville de Portland, une pièce remplie de livres de droit et de plaques honorifiques. Walter, dit-elle en examinant les preuves éparpillées sur son bureau. Ce que vos parents ont fait n'était pas un enlèvement impulsif. C'était une opération planifiée et exécutée par des professionnels. Elle ouvrit un gros dossier et en sortit des documents qui me glacèrent le sang. J'ai passé la nuit à enquêter sur Suzanne et Michael Thompson. Ces noms sont apparus pour la première fois en 1998, peu après votre disparition. Avant cela, il n'y a aucune trace d'eux. Aucun historique de crédit, aucun emploi, aucune existence documentée. C'est possible, demandai-je, encore en train d'assimiler l'information. Avec les bonnes ressources et des connaissances spécifiques, oui. Nous ne parlons pas d'amateurs. Carole tapa quelque chose sur son ordinateur et tourna l'écran vers moi. Une série d'affaires policières apparut. Au cours des dernières années, j'ai enquêté sur 17 cas d'enfants disparus qui présentent des similitudes avec le vôtre. Des familles entières qui ont tout simplement réapparu après leur disparition, toujours avec des histoires d'incendie ou de tragédie. Ma tête tournait. Vous voulez dire qu'ils ont déjà fait ça auparavant? Je dis qu'il pourrait s'agir d'un réseau organisé opérant depuis des décennies. Et vos parents ne sont peut-être qu'une cellule de cette opération. Mon téléphone a sonné à ce moment-là. Suzanne Thompson. Carole m'a fait signe de répondre, activant un enregistreur discret. Walter, où es-tu? Tu n'es pas rentré hier soir. Nous sommes inquiets. Je vais bien, maman. J'avais juste besoin d'un peu de temps. Du temps pourquoi? Pour nourrir ces fantasmes malsains? Walter, tu es clairement en train de faire une dépression nerveuse. Nous avons pris rendez-vous avec le docteur Hendricks pour cet après-midi. Le docteur Hendricks. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Qui est le docteur Hendricks? Un spécialiste des troubles psychotiques. Il pourra t'aider à mettre de l'ordre dans tes idées.
Carole fronça les sourcils et tapa rapidement le nom sur son ordinateur. Ses yeux s'écarquillèrent à la lecture des résultats. « Maman, je n'irai voir aucun médecin. Je ne suis pas malade. Walter, soit tu rentres à la maison immédiatement et tu acceptes de te faire soigner, soit nous serons contraints de prendre des mesures légales. Nous avons ton dossier médical depuis ton enfance. » Quels problèmes mentaux? Je n'ai jamais eu de problèmes mentaux. Les crises d'angoisse à 5 ans. Les cauchemars constants jusqu'à 10 ans. Tout est documenté. Je raccrochai le téléphone, les mains tremblantes. Carole me regardait d'un air sombre. Le docteur Hendricks a été poursuivi 3 fois pour hospitalisation forcée illégale, dit-elle. Il a perdu sa licence pendant 2 ans dans les années 80 pour avoir falsifié des diagnostics psychiatriques. Quel genre de piège? L'internement involontaire. Une fois que vous êtes dans un établissement psychiatrique, cela peut prendre des mois pour en sortir. Et tout ce que vous direz au sujet de votre enlèvement sera considéré comme un délire paranoïaque. Carole se leva et se dirigea vers une armoire, d'où elle sortit une boîte contenant des dossiers. « Walter, quand vous avez disparu, nous avons engagé un détective privé nommé Marcus Chen. Il a suivi des pistes dans tout le pays pendant 3 ans. » Elle ouvrit la boîte et en sortit des centaines de photos et de documents. Marcus a découvert un réseau de couples qui adoptaient des enfants par des voies douteuses. Toujours des personnes d'âge mûr, sans enfants, avec des moyens financiers considérables. Les photos montraient des dizaines de couples différents, mais avec des schémas similaires. « Tes parents apparaissent ici », dit Carole en montrant une photo au fond de la pile. C'était une image granuleuse, mais on reconnaissait sans aucun doute Suzanne et Michael Thompson sortant d'un immeuble à Denver, tenant la main d'un petit enfant qui avait mon visage. Cette photo a été prise 6 jours après ta disparition. Pourquoi Marcus a-t-il arrêté l'enquête? Carole hésita. Marcus Chen a été retrouvé mort dans son appartement 3 mois plus tard. Officiellement, c'était un suicide, mais il m'avait appelé la veille au soir pour me dire qu'il était sur le point de faire une découverte importante. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, nous devons planifier soigneusement. Tout d'abord, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à recourir à l'internement forcé pour vous faire taire. Elle me tendit une clé. C'est un appartement sécurisé que j'utilise pour les témoins protégés. Vous y resterez pendant que nous organisons les preuves. Et ensuite? Ensuite, nous affronterons non seulement vos parents, mais tout le réseau. Carole sortit d'autres documents de son dossier. J'ai réussi à contacter 2 autres enquêteurs travaillant sur des affaires similaires. L'un à Chicago, l'autre à Phoenix. Ils ont tous constaté les mêmes schémas. Des couples sans antécédents, des enfants disparus, des morts suspectes parmi ceux qui enquêtaient. Si vous suivez cette incroyable aventure à la recherche de la vérité et de la justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer à révéler l'ampleur réelle du complot. Nous avons une occasion à saisir, a poursuivi Carole. Ils pensent encore pouvoir vous contrôler par la manipulation psychologique. Ils ne savent pas que vous avez un avocat, ni que nous avons découvert l'étendue de leur opération. Mon téléphone vibra à nouveau. Michael Thompson. Walter, c'est papa. Ta mère est très inquiète. S'il te plaît, rentre à la maison. Sa voix avait cette intonation paternelle qui m'avait toujours rassuré, mais elle semblait maintenant artificielle. Papa, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi, mon fils? À ces idées folles? Walter, tu es notre fils. Nous t'aimons. Carole observait mon expression. Elle m'a fait signe de continuer. Papa, si vous m'aimez vraiment, répondez-moi honnêtement. D'où venez-vous? Silence. Trop long pour être naturel. De quoi tu parles? Tu es notre fils biologique. Alors pourquoi toutes nos photos de famille commencent quand j'avais 3 ans? La ligne resta muette pendant près d'1 minute. Quand il reprit la parole, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose de froid. Tu poses les mauvaises questions, Walter. La bonne question est, qu'arrive-t-il aux gens qui posent trop de questions sur des choses qui ne les regardent pas? Il raccrocha. Carole et moi nous regardâmes. C'était une menace directe. Bon, dit-elle en rangeant ses papiers, maintenant nous savons qui ils sont vraiment. Cet après-midi-là, assis dans l'appartement sécurisé, je regardais par la fenêtre la ville où j'avais grandi sans savoir que je vivais un mensonge. Le lendemain, nous allions officiellement lancer l'enquête qui pourrait démanteler un réseau criminel opérant depuis des décennies. Mais Michael Thompson avait clairement fait savoir qu'il n'abandonnerait pas sans se battre. Si Marcus Chen avait raison au sujet du danger, j'étais sur le point de devenir la prochaine cible de personnes prêtes à tuer pour protéger leurs secrets. La différence, c'est que cette fois-ci, il n'avait pas affaire à un enquêteur isolé.
Ils avaient affaire à toute la famille de leurs victimes, armés de preuves, de relations juridiques et de 25 ans de douleurs accumulées. Il était temps de découvrir exactement jusqu'où s'étendait cette conspiration et combien de familles avaient été détruites. La donne avait changé. Et cette fois, Walter Morrison ne serait pas la victime. Le lendemain matin, Carol mit notre plan à exécution. Pendant que je restais dans l'appartement sécurisé, elle coordonna une opération impliquant simultanément le FBI, la police de Portland et les autorités de Denver. « Walter, l'heure est venue », m'a-t-elle dit au téléphone à 9 heures du matin. « Je veux que tu appelles tes parents et que tu leur dises que tu es prêt à rentrer à la maison. Que tu as compris que tu étais confus et que tu veux t'excuser. » « Ils vont se méfier », ai-je répondu, sentant des papillons dans mon estomac. « Exactement. Et quand les coupables se méfient, ils commettent des erreurs. » J'ai composé le numéro des Thompson avec des mains tremblantes. Suzanne a répondu dès la première sonnerie, comme si elle attendait à côté du téléphone. « Walter. Dieu merci. Nous avons passé la nuit éveillés, inquiets. Maman, je pense que tu avais raison. Je suis confus. J'ai peut-être vraiment besoin d'aide médicale. » Silence de l'autre côté. Un long silence. « Où es-tu maintenant, mon chéri ? » Dans un hôtel en centre-ville. « Je peux rentrer à la maison ? Je te promets que j'irai voir le docteur Hendricks. »« Bien sûr, mon fils. Viens tout de suite. Ton père et moi t'aimons très fort. » Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Une tension que je n'avais jamais remarquée auparavant. 40 minutes plus tard, je me suis garé devant la maison où j'avais grandi. La même maison jaune avec une clôture blanche, les mêmes rosiers que Suzanne entretenait méticuleusement. Mais maintenant, tout semblait artificiel, comme une scène montée pour une pièce de théâtre. Suzanne a ouvert la porte avant même que je sonne. Son sourire était tendu, forcé. « Walter, je suis contente que tu sois rentré à la maison. » Michael apparut derrière elle, souriant lui aussi, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. « Fils, nous étions très inquiets. Entre, nous devons parler. » Nous nous dirigeâmes vers le salon familial. Les mêmes fauteuils en cuir, la même table basse, les mêmes photos de notre fausse famille sur les murs. Mais maintenant, je voyais tout différemment. « Walter, » commença Michael en s'asseyant en face de moi, « ta mère m'a parlé de tes fantasmes. Du fait que tu penses avoir une autre famille. » « Ce ne sont pas des fantasmes, papa. J'ai trouvé des preuves. » Suzanne et Michael échangèrent un regard. Un regard qui ne dura que 2 secondes, mais qui confirma tout ce que Carol m'avait dit. « Quel genre de preuves ?» demanda Suzanne, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Plus dure, plus directe. Je sortis mon téléphone et montrai les photos que Dorothy m'avait envoyées. « Cet enfant, c'est moi. Cette famille me recherche depuis 25 ans. » Michael se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Walter, ces gens sont des opportunistes. Des escrocs qui profitent de familles vulnérables. Alors expliquez-moi pourquoi il n'y a aucune trace de l'incendie à Sacramento. Pourquoi vous ne vous souvenez pas de notre ancienne adresse? Pourquoi mon nom figure sur une liste d'enfants disparus ?» Suzanne abandonna complètement son masque. Son expression douce et maternelle se transforma en quelque chose de froid et calculé. « Parce que tu ne comprends pas la situation, Walter. Tu étais un enfant négligé, abandonné. Nous t'avons sauvé. » « Vous m'avez sauvé? Ou vous m'avez kidnappé ?» Michael se détourna de la fenêtre, et pour la première fois de ma vie, je vis une véritable colère dans ses yeux. « Fais attention à ce que tu dis, mon fils. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. » C'est à ce moment-là que j'entendis des voitures s'arrêter devant la maison. À travers la fenêtre, je vis des véhicules noirs avec des plaques d'immatriculation officielles. Carol avait rempli sa part du contrat. Suzanne suivit mon regard et pâlit. « Que as-tu fait ?»« Ce qu'il fallait faire. J'ai appelé les autorités. » Michael courut vers la porte arrière, mais trouva 2 agents fédéraux qui l'attendaient dehors. Il n'y avait aucune issue. « Walter Thompson, » dit un agent de grande taille en entrant par la porte d'entrée, ou devrais-je dire Walter Morrison. « Je suis l'agent Collins, du FBI. M et Madame Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, falsification de documents et complot. » Suzanne se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de colère d'avoir été découverte. « Vous ne comprenez pas, » cria-t-elle pendant que l'agent lui lisait ses droits. Il avait besoin d'une vraie famille. Nous lui avons donné une vie meilleure. « Meilleure pour qui ?» demandai-je, retrouvant enfin ma voix. « Pour vous, qui vouliez un enfant à tout prix. Ou pour moi, qui ai vécu 25 ans sans savoir qui j'étais vraiment. » Michael, menotté, me regarda avec mépris. «
Tu crois que tu seras heureuse avec eux? Tu ne les connais même pas. Nous sommes ta vraie famille. Vous êtes des criminels, répondis-je avec un calme qui me surprit. Et maintenant, vous allez payer pour cela. C'est alors que l'agent Collins me montra quelque chose qui bouleversa tout ce que je pensais savoir sur l'affaire. Walter, nous avons trouvé quelque chose lors de la perquisition de leur maison que vous devez voir. Il m'a tendu une boîte à chaussures remplie de photos. Des dizaines d'enfants différents, d'âges différents, tous avec des étiquettes indiquant leur nom, leur date de naissance et leur lieu de résidence. Vous n'étiez pas les seuls, m'a-t-il expliqué. Les Thompson font partie d'un réseau qui opère depuis plus de 30 ans. Cette maison n'était qu'une de leurs bases opérationnelles. Je feuilletais les photos avec une horreur grandissante. Des enfants souriants qui n'avaient probablement jamais revu leur vraie famille. Certaines photos étaient récentes. Combien d'enfants? Demandai-je d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. D'après ce que nous avons découvert jusqu'à présent, plus de 50 en 3 décennies. Suzanne, qui était escortée vers la sortie, cria une dernière chose. Tu vas le regretter, Walter. Sans nous, tu n'es rien. Mais alors que la porte se refermait derrière elle, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 25 ans. Le sentiment d'être enfin au bon endroit. Dorothy apparut à la porte à ce moment-là, le visage baigné de larmes de soulagement. Carol se tenait à ses côtés, souriant avec une satisfaction professionnelle. Walter, dit Dorothy en s'approchant avec hésitation. Je peux te serrer dans mes bras? Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai serré ma vraie mère dans mes bras. Et même si je ne me souvenais pas consciemment de ses bras, quelque chose au plus profond de moi a reconnu cette sensation de sécurité et d'amour inconditionnel. Maman, murmurai-je, et ce mot sonna parfaitement naturel. Mais nos retrouvailles furent interrompues lorsque l'agent Collins s'approcha, l'air sombre. Madame Morrison, Walter, il y a autre chose que vous devez savoir. Les Thompson ont avoué certains détails afin d'obtenir une peine plus légère. Et ce qu'ils ont révélé, il hésita, va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur ce réseau. Dorothy et moi nous regardâmes. Après 25 ans de séparation et une matinée de révélations dévastatrices, il semblait impossible qu'il y ait encore des secrets à découvrir. Mais alors que l'agent ouvrait un nouveau dossier, je compris que notre quête de la vérité n'en était qu'à ses débuts. Et que l'arrestation des Thompson n'était que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste et sinistre que nous ne l'aurions jamais imaginé. La question qui me taraudait l'esprit tandis que je regardais ces documents était simple, mais terrifiante. Si 50 enfants avaient été enlevés au cours des 3 dernières décennies, combien de familles étaient encore à la recherche de leurs enfants disparus? Et plus important encore, combien d'autres parents, comme les Thompson étaient encore en liberté, menant une vie bâtie sur la souffrance de familles détruites? Le procès des Thompson a duré 3 semaines. Suzanne pleurait sans cesse à la barre, non pas de remords, mais de rage d'avoir été découverte. Michael restait silencieux, avec le même regard froid. Pendant mon témoignage, je les ai regardés droit dans les yeux. Meilleur pour qui? Ai-je demandé au juge. Pour les 50 familles qui ont passé des décennies à chercher leurs enfants? Pour Dorothy Morrison, qui n'a jamais cessé de croire que j'étais en vie. Le verdict fut unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Suzanne fut condamnée à 25 ans de prison. Michael, à la prison à vie. Lorsque la sentence fut prononcée, Suzanne cria « Walter, tu le regretteras. Sans nous, tu ne sais pas qui tu es. » Mais je tenais la main de Dorothy, ma vraie mère, et je savais exactement qui j'étais. L'enquête fédérale a complètement démantelé le réseau criminel. 43 enfants kidnappés ont été retrouvés et réunis avec leur famille biologique. Le docteur Hendricks a été arrêté pour falsification de documents. 6 mois plus tard, j'ai officiellement déménagé à Denver. Dorothy avait gardé ma chambre exactement comme elle était lorsque j'avais disparu. J'ai découvert que j'avais une grande famille que je n'avais jamais connue. Des oncles, des tantes, des cousins qui avaient participé aux recherches pendant des années. Avec Carol, j'ai créé une fondation dédiée à réunir les familles séparées par un enlèvement. En 2 ans, notre fondation a déjà réuni 17 familles. Chaque réunion me rappelle pourquoi ce combat en vaut la peine. Suzanne Thompson m'a écrit plusieurs lettres depuis la prison pour me convaincre de lui rendre visite. Je n'ai jamais répondu. Le véritable amour n'enlève pas quelqu'un. Le véritable amour ne construit pas le bonheur sur la souffrance des autres. Aujourd'hui, 3 ans après notre rencontre à la pharmacie, je me regarde dans le miroir et je vois Walter Morrison me regarder en retour. Ce n'est plus Walter Thompson, l'homme construit sur des mensonges, mais le fils de Dorothy et James Morrison. La dernière fois que je suis allé à Portland, je suis passé devant la pharmacie où tout a commencé. Dorothy y va encore parfois quand elle est en visite. Elle dit que c'est son lieu de gratitude,
où l'univers a enfin répondu à 25 ans de prière. Si vous croyez au pouvoir de la vérité, de la persévérance et de l'amour familial qui surmontent tous les obstacles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ces histoires vraies de dépassement de soi nous rappellent que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours de l'espoir. Je m'appelle Walter James Morrison. J'ai 28 ans, je vis à Denver avec ma mère, Dorothy, et je travaille à réunir des familles séparées par la cruauté humaine. Pendant 25 ans, j'ai vécu sous l'identité de Walter Thompson, une identité construite sur le crime et le mensonge. La vérité finit toujours par éclater. Parfois, cela prend des décennies. Parfois cela se passe dans une pharmacie de Portland. Mais elle finit toujours par éclater. Et quand elle éclate, elle libère non seulement vous, mais aussi toutes les personnes qui ont toujours cru que vous reviendriez à la maison.